Afrique, Afrique mon Afrique, Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales. Afrique, que chante ma grand-mère, au bord de son fleuve lointain. Je ne t'ai jamais connu, et mon regard est plein de ton sang. La història de Bantandicori va començar l'any 2004 a Arbúcies, que és d'allà on pertany l'associació, amb la trobada amb un amic senegalès que em va dir, diu Toni, a tu que t'agrada viatjar, t'agrada conèixer el món, doncs algun dia hauries de venir al meu poblat del Senegal i així sabries d'on jo vinc, d'on surten les meves arrels. El viatge 2004 es va acabar. Arribes a Arbúcies, arribes ja a la teva zona de confort i allà, no sabria com definir-ho, vaig estar una setmana a casa pensant en totes les meves vivències en aquells 10 dies. I no sé si va ser com una epifania, com un sentiment interior de dir, jo no puc viure d'aquesta manera, jo tinc que compartir la sort que tinc aquí, amb la meva zona, jo no puc viure tranquil pensant en aquelles persones que jo havia vist allà, des de nens, nenes, gent gran. Porto més de 10 anys treballant a Etiòpia amb la ONG Alegria Sense Fronteres que vam fundar. Vam començar a l'hospital de Gambo i també la nostra visió ha canviat completament des dels inicis fa més de 10 anys a avui dia. Vam començar amb una feina més assistencialista per donar suport d'emergència amb una fam que va haver a Etiòpia molt gran, però ara hem vist i ara estem treballant en base a la comunitat, com comentàvem, aquests espais de cocreació, de reunions en la comunitat, que la comunitat construeix la seva pròpia riquesa i nosaltres senzillament els estem donant suport com l'empenta inicials o els recursos inicials que els hi fa falta perquè ells i elles puguin tirar endavant. Jo vaig tenir contacte amb la cooperació internacional, diguéssim, a tall d'una sèrie de nanos saharauis que venien a estiuejar a Espanya i jo que m'he mogut bastant, ja des de fa uns 28 anys, que jo ja operava nanos saharauis en el meu hospital i feia programes d'intervencions quirúrgiques en cap de setmana, per tal que ningú pogués protestar perquè ens saltàvem les llistes d'espera. Llavors, després de 5 o 6 anys de fer això, vaig decidir anar al terreny.
Penso que l'avantatge d'organitzacions petites és que coneixen molt bé la comunitat, que parlen de tu a tu des d'una familiaritat. Aquesta familiaritat és molt potent, és molt important, dona proximitat, dona transparència, també dona confiança, respecte. Això sí, sempre s'ha de treballar des d'aquesta igualtat que dèiem abans. Ens dediquem al sector de la salut i més concretament una àrea molt especialitzada que és la cirurgia infantil, que tracta sobretot de la curació quirúrgica de les malformacions congènites dels recent nascuts, nadons o infants. Jo he fet una organització personal, sóc el president, i ens administrem nosaltres mateixos i tot es paga de la butxaca dels cooperants. Nosaltres som Cacolum. Cacolum Anjola vol dir la petjada que es deixa quan camina sobre la terra. Llavors li vam donar aquest nom perquè volem que els projectes que fem, si nosaltres un dia no estem, segueixin continuant. No? Llavors és una part del nostre treball, intentem sempre treballar amb gent d'aquí que ja estan formalitzats amb estructura o, per exemple, les Batjengok, que són una figura tradicional d'aquí que treballen amb les dones. Llavors el que fem és simplement, som l'intermediari, intentem reforçar les figures que ja existeixen perquè si Cacolum desapareix un dia, que esperem que no, elles puguin seguir treballant sense nosaltres. No? Quan vam tenir el primer pou fet, vam dir el pou està molt bé, és aigua amb tots els seus usos, per rentar la roba, per beure, per mil coses, però vam dir, li hem de treure un valor afegit en aquesta inversió que hem fet aquí. I també els vam preguntar, us aniria bé si us féssim zones d'horta? I ens van dir, encantats, ells, el problema no és que no tinguin aigua, el problema és que no tenen cèntims per fer un pou, el problema no és que no sàpiguen cultivar els horts, sinó és que no poden fer un tancat perimetral. La nostra organització es diu Associació Projecte Tabassell, Tabassell que és el nom del petit poble on que esteu ara visitant, perquè el projecte va començar aquí, en aquest poble, de manera una mica casual. Va començar el 2017, l'associació, i a partir del 2017, que es van trobar amb aquesta circumstància, amb aquesta manera de viure i amb un repte important per intentar solucionar i enfrontar, es va crear l'associació a Catalunya i també a Suïssa. Vam iniciar el nostre camí amb aquest procediment d'horta de la mà d'ells. De fet, ells ens han ajudat a construir i a posar en marxa les dues hortes que ara ja tenim. Una que veureu ara que està ja funcionant i l'altra que tot just acabem d'acabar les obres i estan a punt de començar a treballar les dones. I a més de treballar en relació a la salut, també treballem amb projectes per empoderar les dones i projectes econòmics i donant suport a l'educació. Tout le monde acclame votre présence dans le village. Tout le monde acclame votre présence. Car le Sénégal, le pays de la Teranga, c'est un chant la région de la Teranga. Kafountine, la commune de la Teranga. Kailo, c'est l'île de la Teranga. Jo estava construint casa meva i el paleta que construïa la casa em va dir al meu barri hi ha dones que tenen un hort i no tenen la tanca de l'hort ni el pou. I llavors vaig dir, vale, vaig a provar a veure què passa. No? Vam trobar el finançament i vam començar a fer horts de dones. I llavors, d'arrel de fer els horts de dones, vam començar a apropar-nos a la problemàtica de les dones d'aquí, no? Com per exemple la mutilació, l'embaràs precoç o el matrimoni forçat. Quand je suis arrivée au Sénégal comme jeune infirmière diplômée d'État, j'ai travaillé au niveau du centre de santé de Vélingara même, dans l'hôpital appartenant à l'État. Et là, on voyait beaucoup de mamans qui amenaient, je travaillais en pédiatrie, beaucoup de mamans qui sont venues avec les enfants extrêmement fatigués et malnutris. Donc nous avons pesé ces enfants, le poids était très pauvre, très petit, très faible.
Donc nous avons la mission à commencer à acheter du lait et donner aux mamans le lait pour donner aux enfants. Mais quand la maman prenait par exemple 1 kilo de lait, partait dans son village, de son retour une semaine plus tard, le lait est fini, mais l'enfant s'est dégradé. Alors les questions et les réponses étaient différentes chaque fois. Ah oui, la famille est grande, je ne peux pas donner seulement le lait à cet enfant. Le lait était consommé en 2 jours par toute la famille et l'enfant qui avait vraiment besoin, qui était dans le grand déficit, ne bénéficiait pas. Alors une idée est venue dans ma tête de faire un petit endroit où on peut accueillir les enfants, un centre où on peut accueillir les mamans et les enfants pour les soigner sur place, pour que l'enfant qui est vraiment dans le besoin puisse bénéficier de ce dont il a besoin. Quan parlem de que un país està dintre dels 20 països més pobres del món, està esperant que és una pobresa extrema, una pobresa que és reflectida en tots els seus àmbits, des de la manca d'aigua, des de la manca d'escoles, la manca de cas de santé o CAPs, per entendre'm, per atenció sanitària. O sigui, fa falta tot, absolutament tot per tenir o per adquirir tots els drets fonamentals que tant ens posem a la boca els occidentals, doncs hi ha molta gent que no els té. L'Ukraine, c'est un centre de récupération et d'éducation nutritionnelle. Éducation. Les mamans, elles reçoivent pendant leur séjour une éducation nutritionnelle. Parce que certaines mamans, même si aujourd'hui cela change, mais certaines mamans très jeunes, avec beaucoup de croyances encore, ne savent pas comment nourrir un enfant petit. Donc, récupération d'un enfant, éducation de la maman nutritionnelle. Et bien sûr, quand ces enfants arrivent ici très fatigués, ils ont la fièvre et ils ont beaucoup de maladies associées, on ne peut pas dire que c'est seulement un centre, c'est vraiment un hôpital. Parce que ces enfants sont perfusés, ces enfants sont nourris par la sonde nasogastrique. Donc c'est une structure beaucoup plus élargie que simple centre de récupération nutritionnelle. Vaig decidir estudiar medicina, després pediatria, per treballar per millorar la vida de les persones més vulnerables i justament perquè aquest privilegi, aquesta diferència no hauria d'existir. O sigui, estic treballant per igualar, per trencar aquesta desigualtat, podem dir com per empatar el partit. Quand l'enfant avec sa maman est au centre, avec les soins appropriés, bien sûr le personnel, je ne suis pas seule, j'ai des personnels qui travaillent avec moi, donc on aide ces enfants à vivre. D'ailleurs, j'aime bien dire, quand vous avez vu peut-être la clôture de l'entrée de l'hôpital, c'est des soleils. Pourquoi? Parce que ces enfants viennent, normalement, ils commencent à vivre et ils sont déjà presque mourants, d'accord? Donc, on voudrait que ces centres soient comme un soleil qui s'élève, un nouveau jour pour aller en avance, non? Donc, je pense que c'est très, très important et significatif. El lloc de naixement no hauria de condicionar el nostre futur. En canvi, el que he viscut a Etiòpia és que molts nens, moltes nenes, pel simple fet d'haver nascut a una zona rural molt empobrida, ja estan condemnats, molts i moltes, a morir als pocs segons de néixer, entenen per això? O que la seva mare es mori al donar a llum amb ella, o no poder estudiar el que volen i per tant no poder fer realitat els seus somnis. I això és una gran injustícia. Tout ce que vous faites, c'est à louer. Nous devons le chanter, l'acclamer. Tout sera ancré dans nos mémoires. Jo fa 20 anys que visc aquí a Senegal, fa 13 que estic treballant al Fons Català i les necessitats són tan grans, sobretot justament a nivell educatiu, a nivell de salut, que serien per mi els dos grans problemes que té el país, i les coses van avançant. I on s'intervé, amb un impacte més o menys gran, les coses van funcionant, però queda molt per fer encara. La cooperació internacional és una cosa que no hauria d'existir.
Sí, de fet, la nostra finalitat és desaparèixer, treballar per desaparèixer. L'ideal seria un món en el que no fos necessari la tasca que estem fent perquè ja existeix aquesta igualtat. Ara bé, realment això és una utopia, és cert que crec en ella, és el que em fa caminar dia a dia, però no hem de perdre tampoc aquest horitzó, aquesta finalitat. Realment la cooperació catalana en relació a les altres comunitats autònomes espanyoles és la que està més present aquí al Senegal, a la Casamance sobretot, tant a nivell governs autònoms com petites iniciatives o petites ONGs, o no tan petites com la vostra, per exemple, que estan fent molta feina aquí. Realment la majoria de les coses venen de Catalunya. Per una part, la cooperació sembla que la cooperació internacional, potser la cooperació més oficial, vol ajudar, però no hem de perdre tampoc de vista que la cooperació oficial no deixa de ser política. I com a política no s'ajuda de manera desinteressada. Per exemple, hi ha uns països prioritaris, hi ha unes àrees prioritàries i no es fa realment unes necessitats objectives, sinó uns interessos polítics i econòmics. El Fons Català ara té més de 35 anys de va ser creat en principi per els ajuntaments d'Arbúcies i de Salt, van ser els promotors d'aquesta primera idea. I això del 0,7 és veritat que és un compromís, però que molts ajuntaments no ho poden acomplir, i també depèn molt del color polític. Depèn molt, cada vegada que hi ha eleccions municipals canvia, a vegades hi ha partits polítics que estan més per lo que és la cooperació internacional o la solidaritat, hi ha d'altres que menys, va canviant. Però en quant al compromís de quina manera es podria fer, doncs no sé què dir-te. No sé de quina manera es podria animar més als ajuntaments perquè respectessin aquests pactes del 0,7. Jo no he volgut mai formar part d'una gran organització perquè ja hauria perdut el control dels meus actes. I a més, una gran organització, a les quals jo respecto, evidentment, fan la seva tasca, però tenen ja un percentatge important d'administració que es menja bastant als recursos anuals de l'organització. Jo diria que un 60 o 70% dels diners recaptats per aquestes grans ONGs és per despeses de personal administratiu a diferents llocs del món. Aquesta és la gran diferència, a part del sou que tenen tots els treballadors que estan amb ells. Les de voluntariat és senzillament un esperit diferent, un punt humà diferent, perquè tu totes les hores que inverteixes en l'ajuda humanitària són voluntàries, són dissabtes, són diumenges, són nits. La cosa encara ha evolucionat més i hem tocat el tema d'educació. Ja amb un bagatge important i una experiència important en cooperació internacional, ens hem decantat pel tema d'educació perquè pensem que és un altre pilar bàsic pel desenvolupament de la societat i sobretot d'aquestes zones rurals. Bantandi Guré a apporté beaucoup de choses pour le développement de l'école, le développement des élèves, parce que l'école était tombée, Bantandi Guré l'a relevé et ça a apporté beaucoup de changements. Bantandi Guré en 2019, il a réfectionné la toiture de l'école qui est là. Donc l'école était était en mauvais état. Donc Bantandi Guré a réfectionné la toiture, presque une somme de 1 million. Après, donc 2019, maintenant 2020, avec le problème de coronavirus, donc il n'y avait pas de financement. 2021, maintenant à partir de 2022, Bantandi Guré aussi est revenu, donc financer plus d'1 million pour donc faire la peinture, donc réfectionner les tables bancs, donc les portes et toute l'école. Welcome to Cairo, bienvenido a Cairo, Linchi wananalu. Kaila pulonga wananalu.
welcome to Kaido. Bembero a Kaido. Ninchi wana nalu, Kaido bulongo wana nalu. Sont très améliorés. Et c'est parce que vous n'aviez pas une idée de ce que dans les huttes où les enfants étudiaient. Aujourd'hui, nous n'avons pas à envier Dakar, qui est la capitale. Nous avons des infrastructures ici que les enfants de Dakar n'ont pas, qui est la capitale. Donc, on ne peut nous réjouir et être content. Oui, ça se voit maintenant, l'école est accueillante. Et vous avez vu dans les classes, vous l'avez remarqué, les enfants sont joyeux. C'est eux qui sont en train de chanter comme ça. Je pense que on ne peut pas quantifier. L'école va mal. Les murs vont presque tomber. Et en plus de cela, ça fait 7 ans que je sers ici, mais à chaque fois, on vit des difficultés. Chaque fois, c'est des problèmes d'accès à l'eau, chaque fois, des problèmes de nettoyage. Auparavant, je puisais de l'eau, j'allais jusqu'à l'hôpital pour puiser de l'eau pour amener. Je nettoyais les salles de classe et je tenais l'école entière. Quand on nous a construit ce bâtiment-là, par les moyens de la population, on est venu. Mais on a vu que les bâtiments sont mal faits. L'État nous donne des cahiers, des bics, des craies et des tenues. Ouais, mais c'est ça seulement. Après, il a donné l'autorité à la mairie. La mairie aussi donne quelque chose. Les écoles ne sont pas bonnes. On ne nous équipe pas, on ne nous donne absolument rien. Si tu n'as pas une solidarité ou bien une sociale, une bénévolat en toi, tu ne vas pas faire l'effort pour pouvoir aider les enfants là. Moi, si je tiens à ces enfants jusqu'à présent, c'est à cause de ma maman. Parce que qu'est-ce qu'il me dit? Elle me dit souvent, il faut aider les enfants. Parce que ces enfants-là, ce sont les futurs cadres, les futures autorités du Sénégal. Mais nous attendons une très bonne formation qui va créer des scientifiques. Et qui parle de scientifiques parle forcément de développement. Donc nous attendons vraiment de ces élèves-là qu'ils aillent plus loin que leur devancier. Parce que ce qu'ils ont eu, les autres ne l'ont pas. La balle est dans le camp des enseignants qui doivent savoir qu'ailleurs, les gens n'ont pas les mêmes conditions de travail qu'ici. Nous, en tant qu'enseignants, on doit au moins se sacrifier pour l'avenir de notre pays. Parce qu'on sait que c'est les enfants qui sont l'avenir. Après, on va vieillir. Après, ces enfants-là qui vont amener le Sénégal vers le développement. Je ne t'ai jamais connu, mais mon regard est plein de ton sang. Ton beau sang noir à travers les champs répandus. Le sang de ta sueur, la sueur de ton travail, le travail de l'esclavage. L'esclavage de tes enfants. En l'àmbit de l'ajuda humanitària, cooperació internacional, sempre hi ha una figura clau i sobretot quan ets una ONG de voluntariat, quan no tens personal en el país on tu actues. I aquesta figura es diu la contrapart o el soci local, el partenariat. És una persona que jo sempre dic que van tant d'Icori, el 80 o 90% de l'èxit, entre cometes, de tots aquests projectes que estem fent aquí és perquè hem tingut sort amb les contraparts. Les avantages de travailler avec vous, humanitairement, j'ai reçu une formation de vous. Après la formation de mes parents, vous m'avez formé. Votre connaissance m'a apporté de l'amour, de soutien à l'autrui, de faire des aides humanitaires. Ça est dans ma conscience. Donc ça, c'est bénéfique. Hola amigos. La dama, Diata, gran amigo. No, ahora no somos amigos. Bueno, ahora ya no, pero bueno. Estuvimos amigos y ahora ya no. Ahora ya no. Pero bueno, nos soportamos. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo ha ido el viaje? Bien. ¿Todo bien? Todo bien.
Visca Bantandikori! Yo soy la persona que facilita a la gente para poder conseguir lo que es el parte administrativo, porque es muy importante, porque aquí en Senegal estamos bien organizados, estamos en el departamento de Bignona. Justo los primeros pasos es ir a encontrar el representante de la educación del departamento. Esto es el primer paso, ir a encontrarles, explicarles el proyecto. Y después el segundo paso es venir a encontrar la población y explicarles la idea, la iniciativa que tienen, que hay para el proyecto. Acabo de llegar y ya todo el mundo me está diciendo tú nos has dejado. Pero yo en mi filosofía en cooperación, si he gestionado algo hasta acabarlo, ya os digo, mira, ya este paso lo he pasado, tenéis que cuidarlo bien. Je peux comprendre toute personne, l'essentiel c'est d'atteindre l'objectif, mais parfois c'est difficile. Parce que les gens, parfois, on n'a pas les mêmes visions. Ils ne voient pas ce que je vois, mais je suis obligé de me maîtriser, de ne pas énerver, de ne pas me décourager. Je suis toujours engagé à les convaincre. De la part de l'association, d'avoir confiance en moi, de m'écouter, parce que l'association fait des efforts déjà financièrement, mais de m'écouter déjà, de continuer à m'écouter, de continuer à avoir confiance en moi. De la part des autorités, je veux une implication des autorités, parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est leur travail. Et si vous êtes venus faire ce travail à leur place, eux, ils doivent faire autre chose. Donc, ils viennent d'un côté, vous venez d'un côté, le développement s'accélère. De la part des populations, ce que je dis toujours, ils doivent être engagés. Ce que vous faites, ce que je fais, ce que les autorités font, tout cela, c'est pour l'intérêt de la population. Donc, c'est pour les enfants de l'Afrique. C'est les enfants de l'Afrique qui doivent rester ici, développer l'Afrique. S'ils ont le soutien, le point d'appui, donc ils doivent monter en haut. Merci Tony, nous disons aussi merci Bantandikori. Gracias Tony, nous disons aussi gracias Bantandikori. Merci Tony, nous disons aussi merci Bantandikori. Gracias Tony, nous disons aussi gracias Bantandikori. Merci Tony, nous disons aussi merci Bantandikori. Gracias Tony, nous disons aussi gracias Bantandikori. Merci Tony, nous disons aussi merci Bantandikori. Bon, donc non ɓeydi so mbawata wadde ɗum ha ɓeydoyo ko minen on jogoto pellital d'abord min pellital ɗum ɗo koɓe gaddana men ko yakkata ko he juuɗe men ko min naggat ɗum ha tiiɗa min gollira ɗum no hannirita kala ko ganduɗa min jii hen défaut ko fayno sengo ko yakkini min on jaati min ndero ta min padamɗe haɓe gara min mbaɗa doole amen ɗe min mbawa ɗum wadde réparé ta ko woni ga ko wawata minen yakkorde. Le problème de nutrition, ça cause beaucoup ici dans la commune de Kandja. En tout cas, vous avez beaucoup fait. On vous demande aussi également vraiment de nous accompagner jusqu'à présent. Ça reste. Vous avez beaucoup fait, mais ça reste beaucoup à faire. Je vous remercie beaucoup. En tout cas, Tony, le président, le vice-président d'Oulokande, on est très bien content, très bien satisfait de vous. Le projet là, depuis qu'il est venu ici à Kandja, sincèrement, chaque année, il y a des retombées. Quand on veut aider une personne, il faut l'aider sur quelque chose dont elle a besoin. Quand vous voulez m'aider, demandez-moi de quoi j'ai besoin. Mais si vous ne me demandez pas, vous m'amenez une voiture alors que moi j'ai besoin d'un forage, donc ça pose déjà problème. Donc c'est ce qu'on dit, une approche inclusive et participative.
musele mera ko chalem nere gel besel beydu gel lo ko hodoyno nawna te bari kam mimi wulngama Afrique. Dis-moi Afrique. Est-ce donc toi, ce dos qui se courbe et se couche sous le poids de l'humilité? O seeti ɗon ko ɗi heewi lawsi men ndemino ndema jooɗoɗa lebbi jeenayi are lebbi jeego ana jooɗi ala ko mbaɗɗa joni noon si a remi to gesa ha pari tan ana continue gazardi hay he ñaameteji e ko ñamannoɗa law ko ñamata jo ko nandani kala he sardin si a remi a wawa yeyde keɓa hen seeɗa ko nafirira ɓeygure maɗa so sengo jande to sengo cellal piiw ko jeyta ɗon ko a wawa ɗum hebde kala on ñama ñamɗe timmuɗe. C'est la femme qui fait tout au niveau au niveau des maisons. Maintenant, la femme est un peu laissée en rade, même au niveau des champs aussi. Ici, dans ce village-là, allez voir au niveau des maraîchages. C'est les vieilles mères, les femmes qui vont. Qu'est-ce que font les hommes? Développement, ko piwre ndera. Debbo o gorko o suka o piwon watta wonno no kawral ni han nangodirta nde hunde wawa heɓade. Développement yata e ɓawo debbo. Piiw ko galle o ɗaɓɓanten, galle o noon ko piiw ɗaɓɓanten. So debbo o ɗaɓɓoya heɓa adda, gorko o kala ɗaɓɓoya heɓa adda, piwati nde ko ɗum narrata galle yeeso. Quan arribes a parlar d'aquests temes, al principi és una mica difícil, no? Però, clar, no ho fem nosaltres, ho fem a través del professional de salut de la zona, no? Llavors això també ens aplana una mica el camí, és més fàcil. I sí que hem vist que depèn de la zona, no? Zones on portem treballant més temps, com que Fontint, que tenim relacions amb grups de dones i tal, ens és més fàcil treballar que altres zones que estem treballant maintenant a l'interior, com Catava, no? Que és una comunitat més tradicional, i llavors hem intentat parlar d'avortament, de regularitzar l'avortament i de no prohibir-lo, no? I ha sigut una mica dur per la mentalitat i tal, no? Llavors, intentem anar introduint temes sempre des de l'òptica dels beneficis per la salut, no imposar res, però explicar a la gent les conseqüències de, per exemple, un abort clandestí. Llavors, a partir de les conseqüències, per exemple, conseqüències de la mutilació. Jo no t'estic prohibint la mutilació perquè és la teva tradició. Les dones realment són molt importants, les dones com a líders de la família, com a persona que coneix perfectament la xarxa social, l'estructura d'aquestes comunitats, educar i empoderar aquestes dones que molts cops parteixen d'una inferioritat, doncs tornar a recuperar aquesta dignitat que tenen i que no haurien d'haver perdut mai, és la clau que aquestes comunitats realment puguin prosperar finalment. Donc le début c'était un peu difficile pour sensibiliser les gens, pour parler de santé sexuelle, comment éviter les grossesses précoces, les cancers du col, VIH, SIDA, parce qu'il y a des gens qui se retenaient. Pour parler, c'est tout un problème. Mais avec les formateurs, parce que nous cherchons des formateurs qui sont experts en ça, et sensibiliser, parler avec les femmes, la jeunesse, comme ça, et leur donner confiance en elles pour qu'ils puissent dévoiler tout. La clau del canvi és l'educació. Hem vist un canvi des que les nenes de petites van a l'escola. A l'escola aprenen a llegir, a escriure. Aquest senzill fet fa que puguin llegir llibres, obrir la seva ment, llegir llibres d'altres autors, aprendre que tenen drets que poden defensar i que les coses poden canviar. Il y a des changements parce qu'auparavant, les femmes ne connaissent pas leurs droits. Parce qu'ils pensent que tout, c'est l'homme. Que l'homme, s'il dit, tu dois faire ça, elle doit obéir, sans parler. Mais maintenant, avec les formations qu'on a fait avec les femmes, maintenant ils connaissent leurs droits. Ils peuvent dire non, je ne peux pas faire ça. Si elles n'ont pas envie de faire quelque chose, elles ne le feront pas. Donc je pense que la femme aujourd'hui commence à avoir un peu plus de liberté et possibilité de travailler, même de soigner les enfants. Avant, elle ne pouvait pas quitter la maison sans permission de son mari. Mais aujourd'hui, ça change parce que c'est vrai que si un enfant est fatigué, elles viennent plus rapidement au dispensaire qu'avant. Avant, les mamans arrivaient, faites-moi confiance, l'enfant donnait le dernier souffle. Parfois, la maman arrivait avec son enfant au dos et le moment qu'elle descend
pour nous montrer l'enfant, elle ne savait pas, il est déjà décédé. Le Sénégal doit revoir son système. On parle de parité, mais il n'y a pas de parité. On parle d'égalité hommes et femmes, il n'y en a pas. La femme est considérée comme une esclave. On dit que la femme, fais-toi belle et tais-toi. Travaille. Et l'homme est là à faire le beau temps, alors que ce n'est pas normal. On doit arrêter. Le Sénégal doit arrêter. Je ne parle pas seulement du Sénégal, mais l'Afrique entière doit arrêter. On doit considérer la femme comme une personne égale. Parce qu'aujourd'hui, comme on le dit dans le proverbe, qui éduque un homme, qui éduque un garçon, éduque un homme, mais qui éduque une femme, éduque toute une société. C'est vrai qu'il y a beaucoup de changements positifs. Il y a une marche pour l'avenir, mais il y a encore beaucoup de choses qui ne marchent quand même pas. Disons, souvent l'aide et le développement plus important se trouvent plutôt dans Dakar, dans les alentours, d'accord? Mais quand on descend dans les régions, il n'y a pas cette aide. Ce développement n'est pas pareil. Donc l'État n'investit pas encore. Comme par exemple Vélingara et cette région de Kolda qui est en hivernage, qui peut apporter beaucoup de produits nutritifs parce que la terre est fertile et s'il pleut, s'il y avait des moyens, plus de moyens de travailler la terre, peut-être la pauvreté aurait été aussi réduite davantage. Donc l'avenir, tout dépendra de comment l'État regardera les régions. Mon voyage en Occident, ce n'était pas prévu. Mais c'est par un coup de hasard. J'ai pu obtenir un contrat en France. Donc je suis parti au mois de juin 1987. Et donc j'ai vécu 23 ans là-bas en France. Donc j'ai visité toute l'Europe centrale. Et puis moi mon objectif c'était pas de rester en Occident. Parce que je savais que mon avenir il était en Afrique. C'est ainsi comme j'ai toujours travaillé dans le domaine du tourisme, éventuellement en France. Donc je me suis dit ça, c'était quelque chose pour moi pour pouvoir l'exploiter chez nous et de pouvoir prouver aussi aux populations et à tout le pays qu'on peut réussir chez nous. golle am e porle jam to gimmi ene gimmormi miɗo joguino ɓernde pour wadde émigration yaade Espagne ɓoye golle par ce que sehlaɓe am fof ɓe mi wonduno miiraɓe am woɓɓe jeehi ɓe jaaɗi ha Dakar woɓɓe goppi kam ɗo ɓe jeehi ɓe mbaɗi lawol ɓe jeehi Libye woɓɓe jeehi Maroc après min mi yeehi ha Mauritanie ko ɗo Mauritanie mi woni duuɓi 4 après mi heɓi ɗon noon caɗele seeɗa ni mi arti. ɗum no jiirumi ɗum ɗi musidmi sabu min ko o tan gommi o folo immi yahi ha Dakar ɗaminimi ko yahani wi'immi noddinmi téléphone wi'immi komi jawtowo mi yahat balɗe 3 mino jooɗi mino wulla nde o procès bantanto dikori yetti mbo yii mbo heɓi hen gandal mbo heɓi hen keɓal ɗum ɗini weltininmi a bete wona seeɗa ɗi wondanimi e nafoore yaade immigration ndi ɗi yurmini he ɓeyɓe he ɗi yurmini he aduna he sabu gitta ko goɗɗa ko piiw gokka ɓiɗɗo maɗa on yaha yoloyo wona jawdi ma perdi ɓiɗɗo ma perdi ala hay. Les raisons qui poussent les jeunes se déplacer et faire l'émigration, aller vers l'Europe, je crois que c'est pour diminuer le chômage et diminuer la pauvreté en Afrique. Pourquoi je dis le chômage? Parce que les jeunes sont là, il n'y a pas les moyens pour travailler.
Bueno, jo el que veig és que és una visió equivocada, la que tenen ells i la que tenim nosaltres. Sí que és cert que el que pensen ells és que busquen una vida millor, però no és cert. O sigui, arriben aquí i és una vida desastrosa perquè no tenen papers, han de fer vendes al carrer, viuen en infraestructures habitacionals i, de fet, molts se'n penedeixen i tornen, quan tenen calés per tornar. Tots sabeu que venir aquí amb una patera, les màfies demanen 2.000 euros, mínim. Hi ha una barreja cultural, jo crec que és profitosa, des de tots els punts de vista. Però què s'ha de fer per evitar aquestes diàspores? Home, és molt simple. S'ha de procurar donar-los feina en origen. Com? Home, creant estructures industrials, per exemple, o bé estructures agrícoles que es puguin comercialitzar, per exemple, els mangos, que surten sols, o comercialitzar altre tipus de fruita. Déjà, la création d'emplois, parce que ça c'est important. Ensuite, moi je pense qu'il faut qu'on croie en nous-mêmes. Quand on croit à soi, forcément on arrive. Mais si on croit, on attend toujours des autres, on n'ira jamais. Le fait de créer ça, c'est surtout pour créer de l'emploi. Ça aussi, c'était très important. Parce que beaucoup de jeunes là qui travaillent au niveau de l'hôtel, c'était des candidats à l'immigration. Donc ça veut dire que quand il y a des entreprises qui se montent dans le pays et que les jeunes sont bien payés, forcément ils vont rester. Mais si on ne crée pas de l'emploi, les jeunes ils vont partir, ils vont prendre les pirogues et aller mourir dans la Méditerranée. J'avais l'intention de dire souvent à mes amis que si tu devais partir en Europe, la route fiable de le prendre et intégrer, arriver en Europe. Mais je n'ai jamais été d'accord de prendre les pirogues pour arriver à l'Europe. Parce que c'est un suicide. Pour moi, c'est un vrai suicide. Donc, ce qui encourage les jeunes à prendre les pirogues, je pense que la jeunesse, c'est eux-mêmes qui devaient construire ce pays. Mais s'ils quittent ce pays, moi je le prends comme une fuite de responsabilité. Parce qu'ils ont leur devoir de lutter pour ce pays et de le reconstruire et de le développer. Quan tu veus que del país on ets s'ha transformat en un país que no et dona oportunitats, que no et dona esperança, doncs el que tu fas és marxar. Després hi ha moltes maneres de marxar. El que tenim ara en aquests moments de l'immigració clandestina penso que és el pitjor que hi ha, però això no és un problema del Senegal, no és un problema de l'Àfrica subsahariana o de l'Àfrica en general. Això és un problema de 500 anys d'espoli de les forces i dels governs occidentals americans envers l'espoli totalment de recursos d'aquest país. Estem parlant del continent més ric del món i on hi ha més pobres del món. I torno a repetir, dels 20 països més pobres del món, 19 són africans. Tu, si no ets amo de la teva moneda, del teu tresor, no ets amo de res, sinó que depens d'un estat extern que et marca la política i a sobre tens uns dirigents africans que no estimen el seu país, que per mi són encara més culpables que els europeus, la cosa no funciona. I la gent és normal que marxi. Tota aquesta sensació d'incertesa està lligada una mica amb el problema del postcolonialisme. Aquí a Senegal hi ha una influència molt, molt forta i al meu entendre molt dura
de l'estat francès, que encara controla el tresor, encara controla els bancs, encara controla moltíssimes de les coses, i hi ha una sèrie de gent, però això no passa només al Senegal, sinó que està passant a tota la banda d'Àfrica Occidental, que comencen a estar-ne fins al monyo, perquè realment França, però també les altres potències europees s'estan enduent matèries primeres a canvi de gairebé res, la gent segueix amb uns nivells de pobresa molt importants, i com que ara ja tothom té accés a internet, hi ha una consciència que fa 10 anys igual no hi era, no? Welcome to Kaido, Udindiro wa Kaido, Minki wana nalu, Kaido kulonka wana nalu. Hay un porcentaje muy grande de lo que ellos llevan y el país se queda con un porcentaje muy pequeño. Creo que el país donde el recurso está, si es difícil, podemos ir mitad, pero si tú coges todo, lo que va a quedar aquí, ¿cómo lo van a usar la gente? Égal à égal. Nous avons chez nous le pétrole, donc vous allez l'exploiter, on va le diviser égal à égal. Mais pas, la France prend 90% et le gouvernement du Sénégal prend 10%. 10% pour tous les trucs qui sont ici. Le zircon, le gouvernement sénégalais a 10%. Sur le pétrole, ils ont 10%. Sur le pétrole, parce que c'est eux qui vont sortir ça, c'est eux qui vont faire le truc. Non, nous avons droit à avoir 10% de l'exploitation. Mais 10%, qu'est-ce que ça peut faire pour un pays de 18 millions d'habitants? 12%. C'est ça, augmenter la pauvreté, tuer les Africains et prendre ce qui leur appartient et les amener. És molt important que no només el Senegal, sinó els 13 països de l'Àfrica de l'Oest que estan depenent de la moneda francesa i d'aquesta dependència que tenen tan gran, doncs això s'ha de treure perquè això és una lacra, això és impedeix al país tirar endavant. Nous avons 70 à 60% de la jeunesse, donc pourquoi pas, on ne peut pas rester dans ce pays et lutter contre ceux qui peuvent mettre ce pays-là dans des difficultés et reprendre les choses et travailler très bien pour que ce pays-là soit dans le développement que tout le monde souhaite. Alors gravement, une voix me répondit. Fils impétueux, cet arbre robuste et jeune, cet arbre là-bas, splendidement seul au milieu des fleurs blanches et fanées. C'est l'Afrique, ton Afrique qui repousse patiemment, obstinément, et dont les fruits ont peu à peu l'amère saveur de la liberté. Si toutefois les gens réfléchissent comme moi, je crois que c'est un avenir meilleur. Parce que nous avons la terre, nous avons l'eau, nous avons des appuis, comme vous par exemple, votre ONG, ne serait-ce qu'à user de cela, travailler, attacher les ceintures, développer le continent, rester dans l'Afrique pour développer l'Afrique. C'est les Africains qui doivent développer l'Afrique. Vous ne pouvez pas développer ici. Vous pouvez donner une aide, un appui, un coup de pouce, mais c'est à nous d'en faire un usage positif pour satisfaire, pour arriver à votre objectif. Jo continuaré fins que el cos aguanti. Jo soc cirurgià infantil, no tinc cap merma en les meves capacitats, o sigui, no em tremolen les mans, tinc bona vista, això és un premi que se m'ha donat i jo l'explotaré en benefici dels nanos senegalesos. Clar, jo estic convençut, com que cada cop vaig més a l'Àfrica, estic fent 8-9 viatges a l'Àfrica, és possible que jo mori a l'Àfrica, per càlcul de probabilitats. Hi ha moments que dius què estic fent, amb lo bé que vic, amb lo bé que jo puc estar aquí al meu poble d'Arbúcies i tot això, però després penso, ja m'interioritzo altra vegada en mi mateix, em mentalitzo i em dic, has vist el que has fet durant tants anys
i en aquests moments estic en un moment alt, altra vegada, de ganes de fer coses, i jo suposo que estaré fent cooperació internacional o ajuda humanitària fins que les forces m'ho permetin. Què és el que m'impulsa a anar cap allà? Bueno, jo, sincerament, és un problema de consciència, estic bé de forma, i jo no m'hi veig tirant el menjar a les palomes de la plaça Catalunya o supervisant les obres del metro, de manera que quan has trepitjat l'Àfrica un cop en la vida, parlo de l'Àfrica profunda, no dels circuits turístics que fan en els viatges de noces de mel, etc., que són respectables, però no té res a veure amb l'Àfrica. Quan tu veus l'Àfrica dius, aquí hi ha una feina que no te la menges ni que visquessis 40 vegades. Jo sempre dic, aquí jo dono moltes coses materials, però ells a mi, aquesta gent, concretament d'aquí al Senegal, em dona molt més que jo a ells. Això és una evidència claríssima, a més. Je pense que le centre, c'est une chance pour l'avenir d'un enfant qui a la chance de revivre. Donc, Dieu merci que nous sommes là, que le personnel que nous avons pu bien formé pour ce travail. Sans elle, on ne pourra pas tout seul tout faire, d'accord? Donc je pense que c'est une chance pour ces enfants. Combien en chiffres, c'est difficile, mais des milliers. Je suis même grand-mère, j'ai déjà marié les enfants parce que les mamans qui marient leurs enfants viennent me les présenter, c'est toi qui l'as sauvée. C'est grâce à ça, elle va se maintenant marier. J'ai eu beaucoup de cas pareils. C'est une joie, c'est toujours... Mais vous savez, sans ma foi en Dieu, je ne pouvais pas le faire. Et je vais le parler. Comme religieuse, si je n'avais pas la foi, si je n'ai pas cru, je serais déjà repartie dans mon pays, la Pologne. Qui té un per què a la vida pot aguantar qualsevol com, deia Víctor Frank. Doncs jo realment penso que això que és trobar el per què a la vida. Doncs jo he trobat el meu per què a la vida. El meu per què a la vida és entregar la meva vida per millorar la vida dels altres, i això és el que m'omple, és el que em fa feliç. No pot ser que el 75% del planeta visqui malament i el 25% visquem molt bé dintre de les mancances i que tot és millorable. Però el 25% tenim el bàsic cobert i això és l'important. Quan es parla d'ajuda humanitària i d'igualtat, no es parla de que tothom siguem rics, sinó es parla de que tothom tingui l'essencial cobert. Merci beaucoup, Moussa Tony. Muchas gracias, Bandandi Kori. Mutum papuchero, tanotan, Bandandi Kori. Oh, Bandandi Kori. Umeni jam Bandandi Kori. Bandandi Kori. Uana nalo Bandandi Kori. Tony Tomori Bandandi Kori. Oh, Bandandi Kori. Umeni jam Bandandi Kori. Bandandi Kori. Uana nalo Bandandi Kori. Tony. Bandandi Kori. Oh, Bandandi Kori. Umeni jam Bandandi Kori. Bandandi Kori. Uana nalo Bandandi Kori. Tony.